Elle observait M. Lambert depuis sa fenêtre chaque matin, avec une envie dévorante et une fascination presque maladive. Pour la jeune Chloé, ce vieil homme solitaire représentait l'apogée d'une réussite qu'elle ne pourrait jamais atteindre seule. Il vivait dans un manoir imposant aux grilles de fer forgées, portait des costumes sur mesure dont le tissu semblait capturer la lumière, et descendait d'une berline noire conduite par un chauffeur mutique. Elle imaginait des coffres remplis d'or, des actions boursières héritées d'une dynastie industrielle ou des investissements immobiliers aux quatre coins du globe. Dans son esprit, la richesse de Lambert était une forteresse inexpugnable faite de vieux argent et de prestige aristocratique. Elle passait des heures à noter ses sorties, ses livraisons de colis mystérieux et ses rares interactions avec le monde extérieur. Elle était persuadée qu'en découvrant le secret de sa fortune, elle pourrait enfin s'extraire de sa propre condition médiocre. L'occasion de s'introduire dans son univers se présenta un mardi de pluie battante, quand le vieil homme trébucha devant son portail. Chloé se précipita pour l'aider, affectant une sollicitude touchante qui cacha parfaitement ses intentions réelles de fouiner dans sa vie. En franchissant le seuil du manoir, elle s'attendait à voir des dorures, des lustres en cristal de bohème et des portraits d'ancêtres sévères. Au lieu de cela, l'intérieur était d'un dépouillement monacal, presque inquiétant dans son silence absolu. Il n'y avait aucune décoration luxueuse, seulement des murs nus d'un gris froid et une odeur persistante d'ozone et de métal brûlé. Lambert la remercia d'une voix monocorde, ses yeux clairs semblant lire en elle comme dans un livre ouvert. Malgré l'austérité des lieux, Chloé remarqua une montre à son poignet dont la complexité mécanique dépassait tout ce qu'elle avait vu dans les magazines de luxe les plus prestigieux. Le vieil homme l'invita à prendre le thé dans une cuisine étrangement moderne, qui contrastait violemment avec l'architecture gothique de la demeure. Chloé, feignant l'admiration, commença à poser des questions discrètes sur sa carrière passée et ses succès dans les affaires. Lambert sourit de manière énigmatique, un sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux fatigués par des décennies de secrets. Il lui répondit qu'il ne produisait rien de tangible et qu'il ne possédait aucune entreprise enregistrée dans ce pays. Cette réponse ne fit qu'attiser la curiosité de la jeune femme qui commença à élaborer des théories sur un passé d'espion ou de trafiquant d'art. Elle ne pouvait pas s'empêcher de remarquer que chaque mouvement de l'homme déclenchait un léger cliquetis sous ses vêtements, comme s'il portait une sorte d'appareillage complexe dissimulé sous sa chemise de soie. L'air dans la pièce semblait se densifier à chaque seconde. Une nuit, incapable de résister à l'appel du mystère, Chloé s'introduisit dans la propriété par une fenêtre mal fermée du sous-sol. Elle pensait trouver un coffre-fort géant ou peut-être une collection de diamants de sang cachés derrière un faux mur. Munie d'une petite lampe de poche, elle explora les couloirs sombres, évitant les planchers grinçants avec une agilité de voleuse professionnelle. Elle finit par arriver devant une porte blindée munie d'un lecteur biométrique sophistiqué, qui semblait hors de place dans cette vieille bâtisse. Par un coup de chance incroyable, la porte était mal enclenchée, laissant filtrer une lueur bleutée et électrique. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'alerte le propriétaire. En poussant la lourde porte, elle découvrit une salle immense remplie de serveurs informatiques et de cuves en verre contenant un liquide fluorescent et visqueux. Ce n'était pas la fortune d'un homme d'affaires ordinaire qui l'attendait ici. Au centre de la pièce se trouvait une console de commande entourée de câbles organiques qui semblaient pulser comme des veines. Chloé s'approcha, terrifiée mais fascinée, et lut les données qui défilaient sur les écrans holographiques. Ce n'étaient pas des cours de bourse, mais des séquences de codes génétiques et des coordonnées temporelles. Elle comprit soudain que la fortune de M. Lambert n'était pas constituée de monnaie fiduciaire, mais de temps de vie volé. Il ne vendait pas des services, il vendait des années d'existence à des clients milliardaires, prêts à tout pour l'immortalité. Chaque lingot d'or qu'elle imaginait était en réalité une fiole d'essence vitale, extraite de personnes disparues, transformée en capital par une technologie interdite. La source de son argent était littéralement le sang et les années de ceux que la société avait oubliés. L'horreur de la découverte la cloua sur place, la rendant incapable de bouger ou de crier. Soudain, la lumière s'alluma, inondant la pièce d'une blancheur clinique et aveuglante qui brûla les yeux de la jeune intruse. Lambert se tenait là, mais il n'était plus le vieil homme fragile qu'elle avait aidé dans la rue quelques jours auparavant. Sa peau semblait plus ferme, ses cheveux plus denses, et une aura de puissance brute émanait de sa silhouette redressée. Il tenait une seringue remplie du liquide bleu qu'elle avait vu dans les cuves de verre. « Vous cherchiez la richesse, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec une ironie cruelle qui lui glaça le sang. « Vous pensiez que je possédais des banques, mais je suis la banque. » Il lui expliqua que l'argent n'était qu'un outil de contrôle pour masquer la seule véritable valeur de l'univers, l'énergie biologique. Sa fortune immense n'était que le résidu de milliers de vies qu'il avait moissonnées pour alimenter les caprices d'une élite mondiale invisible. Chloé tenta de reculer, mais Lambert actionna un interrupteur qui verrouilla magnétiquement toutes les issues du sous-sol dans un bruit sourd. Il lui confia qu'il cherchait justement une nouvelle assistante, quelqu'un de jeune, d'ambitieux et surtout de jetable.
Le luxe qu'elle convoitait tant était à portée de main, mais le prix à payer était sa propre humanité et son âme. Il lui montra les registres financiers où chaque nom était associé à une date de décès programmée. Elle vit son propre nom figuré sur une liste de donneurs potentiels, datée d'il y a 6 mois. Elle réalisa avec effroi que sa rencontre avec lui n'était pas le fruit du hasard, mais une sélection méticuleuse. Il l'avait observée depuis le début, attendant qu'elle succombe à sa propre cupidité pour l'attirer dans son antre. Le manoir n'était pas une maison, c'était un abattoir technologique déguisé en demeure de prestige. Le vieil homme s'approcha d'elle, lui proposant un marché. Elle pouvait devenir sa partenaire et vivre dans l'opulence pour l'éternité, ou finir dans l'une des cuves. Chloé regarda les écrans où les chiffres continuèrent de grimper, représentant des milliards de dollars générés par la souffrance silencieuse des anonymes. Elle comprit que la source de cet argent était une corruption totale de la nature humaine, un crime contre le temps lui-même. La richesse qu'elle avait tant admirée n'était qu'un mirage construit sur des cadavres invisibles et des années volées. Lambert lui tendit la main, et pendant un instant de faiblesse, elle fut tentée par l'éclat des promesses de pouvoir. Mais en regardant les reflets bleus dans les yeux du monstre, elle vit le vide absolu d'une existence sans fin et sans but. Elle savait maintenant que l'argent n'avait aucune odeur, car il sentait la mort et le néant. Elle décida de tenter le tout pour le tout et renversa une fiole d'acide sur la console centrale dans un geste de désespoir. Des étincelles jaillirent, déclenchant une alarme stridente qui déchira le silence du manoir et fit trembler les murs de pierre. Lambert hurla de rage alors que ses serveurs commençaient à imploser, libérant une fumée noire et âcre. Le processus de transfert s'inversa, et Chloé vit le vieil homme vieillir à vue d'œil, sa peau se flétrissant comme du vieux parchemin. Les années qu'il avait volées retournèrent dans l'éther, laissant derrière elle un corps vide et épuisé par les siècles. Elle profita de la confusion pour s'échapper par le conduit d'aération, le cœur battant la chamade. Derrière elle, le manoir sombrait dans l'obscurité, sa source d'énergie étant définitivement tarie par le sabotage. La fortune de l'ombre s'évaporait dans la nuit froide, ne laissant que des cendres. Chloé se retrouva dans la rue, trempée par la pluie, regardant le manoir s'éteindre comme une bougie en fin de vie. Elle n'avait plus rien, pas même l'illusion de la richesse, mais elle sentait chaque seconde de sa propre vie battre dans ses veines. Le lendemain, les journaux annoncèrent la disparition mystérieuse d'un riche philanthrope, dont les comptes bancaires s'étaient vidés instantanément. Personne ne comprit jamais comment une telle fortune avait pu s'évaporer en une seule nuit sans laisser de traces. Chloé, quant à elle, ne regarda plus jamais les maisons de luxe de la même manière, sachant quel prix certains étaient des prêts à payer pour l'illusion du pouvoir. Elle travailla désormais pour gagner sa vie, chérissant chaque minute comme le plus précieux des trésors terrestres. Elle savait enfin que la véritable richesse ne se comptait pas en pièces d'or, mais en moments de liberté pure et de conscience tranquille. L'enquête de police ne donna rien, les officiers ne trouvant que des décombres technologiques incompréhensibles dans le sous-sol dévasté. Les voisins continuèrent de parler de la fortune perdue de Monsieur Lambert, inventant des légendes sur un trésor caché dans les jardins. Chloé les écoutait parfois, un sourire amer aux lèvres, sachant que la vérité était bien plus terrifiante que n'importe quelle fiction. Elle avait vu l'envers du décor et la machinerie infernale qui produisait le luxe des puissants de ce monde. Elle vivait maintenant dans un petit appartement, loin des manoirs et des secrets, mais elle restait vigilante. Parfois, la nuit, elle croyait entendre le bourdonnement électrique des cuves dans le vent, lui rappelant que d'autres comme Lambert existaient peut-être encore. Le monde continuait de tourner, ignorant les prédateurs temporels qui se nourrissaient dans l'ombre des grandes fortunes. Elle était libre, mais elle était marquée à jamais par l'ombre. Les mois passèrent, et Chloé reprit une vie normale, mais elle gardait une trace physique de son aventure nocturne. Sur son poignet, une petite marque luminescente apparaissait parfois, vestige du contact avec la machine de transfert de Lambert. C'était un rappel constant que le temps est une ressource finie, et que sa valeur dépasse toute richesse matérielle imaginable. Elle commença à écrire son histoire, déguisée en roman de science-fiction, pour avertir ceux qui seraient tentés par l'appât du gain facile. Le livre devint un succès, lui apportant une aisance financière honnête, loin de la corruption qu'elle avait côtoyée. Elle utilisait ses revenus pour aider des organisations cherchant à protéger les personnes vulnérables, celles que Lambert considérait comme de simples piles biologiques. Elle avait transformé son traumatisme en une mission de vie, trouvant une paix qu'aucune somme d'argent volée n'aurait pu lui offrir au manoir. Un soir, alors qu'elle dédicaçait son livre, un homme élégant s'approcha d'elle avec un regard étrangement familier et perçant. Il portait une montre identique à celle de Lambert, un chef-d'œuvre de complexité mécanique qui semblait pulser doucement. « Votre imagination est très fertile, mademoiselle », dit-il avec un accent indéfinissable, qui lui fit dresser les poils sur les bras. Chloé sentit un froid polaire l'envahir, malgré la chaleur de la salle bondée de lecteurs enthousiastes. L'homme déposa une carte sur la table, une carte noire sans nom, comportant uniquement un symbole d'infini stylisé. Il disparut dans la foule avant qu'elle ne puisse réagir, la laissant tremblante devant son public. Elle comprit que Lambert n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste et que la source du mal était mondiale. L'organisation ne lui pardonnerait jamais d'avoir détruit l'un de leurs centres de collecte de vie les plus lucratifs. Elle rentra chez elle en vérifiant ses arrières, la paranoïa devenant sa nouvelle compagne
témoigne de chaque instant de sa vie quotidienne. Elle scanna la carte noire et découvrit des messages cryptés cachés dans les fibres même du papier technologique sophistiqué. Les messages parlèrent de transferts imminents et de nouvelles zones de récolte dans les pays en voie de développement. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas rester spectatrice alors que cette horreur continuait de se propager en silence. La fortune de Lambert n'était qu'une goutte d'eau dans un océan de corruption transdimensionnelle et temporelle, gérée par des ombres. Chloé décida de consacrer sa vie et ses ressources à traquer ses prédateurs d'un nouveau genre, devenant une chasseuse de fantômes financiers. Elle utilisa ses connaissances sur leur technologie pour créer des brouilleurs capables d'interrompre les transferts d'énergie vitale à distance. La guerre pour l'avenir de l'humanité venait de commencer pour elle. Elle recruta d'anciens techniciens et des hackers de génie qui avaient eu vent de phénomènes inexpliqués similaires à ceux du manoir. Ensemble, ils formèrent une cellule de résistance clandestine opérant depuis les tréfonds du Dark Web pour éviter d'être repérés. Ils découvrirent que de nombreuses fortunes mondiales étaient basées sur ce système de drainage biologique à grande échelle et organisé. Les plus riches ne se contentèrent pas de posséder des terres. Ils possédaient les battements de cœur des plus pauvres. Chloé devint le visage d'une révolution invisible, une ombre combattant d'autres ombres pour rendre le temps à ses propriétaires légitimes. Elle ne craignait plus la pauvreté, car elle avait découvert une force bien plus grande, la solidarité humaine face à l'oppression technologique. Sa vie était devenue dangereuse, mais elle n'avait jamais été aussi riche de sens et de détermination profonde. Le combat contre l'élite immortelle était lancé. Lors d'une mission périlleuse à Hong Kong, elle infiltra un gratte-ciel appartenant à un conglomérat suspecté de trafic temporel. Elle y retrouva les mêmes cuves bleutées, mais à une échelle industrielle capable de drainer une ville entière en quelques jours. La technologie avait évolué, devenant plus efficace et plus discrète, s'intégrant directement dans les réseaux électriques urbains modernes. Chloé réussit à implanter un virus informatique qui libéra l'énergie stockée, provoquant une panne de courant massive et salvatrice. Dans le chaos, elle vit des dirigeants paniqués vieillir instantanément, perdant leur masque de jeunesse éternelle devant les caméras de sécurité. Elle comprit que leur pouvoir était fragile, dépendant entièrement d'une machine qui pouvait être sabotée par une volonté de fer. Elle s'échappa par les toits, portée par l'adrénaline et la certitude que leur cause était juste et nécessaire pour la survie de tous. Le mythe de la richesse éternelle commençait enfin à se fissurer sérieusement. L'organisation riposta en gelant tous les comptes de Chloé et en lançant des tueurs à ses trousses à travers le monde. Elle apprit à vivre avec presque rien, dormant dans des abris de fortune et changeant d'identité toutes les 48 heures. Elle découvrit que la véritable liberté était de ne rien posséder que les puissants puissent lui retirer par la force. Sa pauvreté apparente était son bouclier le plus efficace contre ceux qui ne comprenaient que le langage de l'argent. Elle continuait ses sabotages, devenant une légende urbaine connue sous le nom de « la voleuse de temps » parmi les opprimés. Chaque cuve détruite rendait des années de vie à des milliers de personnes qui se sentaient soudainement revitalisées sans explication. Son combat était une course contre la montre, mais elle ne se sentait jamais fatiguée, comme si l'univers la récompensait. Elle était devenue l'antithèse exacte de Monsieur Lambert, une donneuse de vie anonyme et courageuse. Un jour, elle reçut un message anonyme contenant une adresse à Paris, là où tout avait commencé pour elle des années auparavant. Elle se rendit sur les lieux et découvrit que le manoir de Lambert avait été reconstruit à l'identique, comme par magie. À l'intérieur l'attendait une femme qui lui ressemblait étrangement, vêtue de la même manière qu'elle lors de cette nuit fatidique. « Le cycle doit continuer, Chloé », dit la femme d'une voix qui résonna comme un écho provenant de son propre passé. Elle comprit que l'organisation utilisait des clones ou des versions alternatives d'elle-même pour stabiliser les paradoxes temporels créés. Elle n'était pas seulement une ennemie, elle était une partie intégrante de leur équation complexe de contrôle universel. La révélation fut un choc plus violent que n'importe quelle attaque physique, ébranlant ses certitudes sur sa propre identité. Elle devait briser le miroir pour libérer son futur de cette prison. Chloé ne céda pas au désespoir et utilisa sa propre marque au poignet pour pirater le système central du nouveau manoir. Elle comprit que son lien avec leur technologie était la clé pour tout détruire de l'intérieur, une fois pour toutes. Elle surchargea les noyaux d'énergie, créant une réaction en chaîne qui ne s'arrêterait pas à ce seul bâtiment de pierre. Le réseau mondial de drainage commença à s'effondrer, les serveurs brûlant les uns après les autres à travers la planète. Les milliardaires immortels virent leurs empires s'écrouler tandis que le temps reprenait ses droits naturels sur leur corps corrompu. Chloé resta au centre de l'explosion, acceptant de disparaître si cela signifiait la fin de ce système monstrueux et injuste. Elle ferma les yeux, sentant une paix infinie l'envahir, alors que la réalité se reconstruisait autour d'une nouvelle vérité. Elle n'avait plus besoin de savoir si le vieux était riche. Elle se réveilla un matin dans un monde où le temps ne pouvait plus être acheté ni vendu par personne. Le manoir de Lambert était une ruine abandonnée depuis des décennies, couverte de lierre et de légendes inoffensives de quartier. Chloé était une femme ordinaire, sans marque au poignet,
vivant une vie simple mais authentique dans une ville ensoleillée. Elle se souvenait de tout, mais savait que cette ligne temporelle était enfin libre de la prédation biologique des ombres. Elle passa devant une vitrine et vit son reflet. Elle n'était pas riche, mais elle était vivante et souveraine. Elle sourit en pensant que la meilleure façon de posséder le temps était simplement de le vivre pleinement ici. Elle n'avait plus besoin de chercher la source de l'argent, car elle avait trouvé la source de la vie. L'histoire se terminait là où elle aurait dû commencer, dans la simplicité d'un instant présent enfin retrouvé.